Alors, bienvenue tout le monde. Nous allons continuer le colloque avec le prochain panel qui s'adresse plus spécifiquement aux professionnels qui sont dans le domaine ainsi que certains cadres d'organismes. On va commencer à mon extrême gauche avec Gilles Levasseur, qui est un professeur de droit à l'Université d'Ottawa, ainsi que quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté. Ensuite, nous avons Mélanie Fulop, qui représente le nord de l'Ontario de naissance et qui travaille avec le Club des garçons et filles d'Ottawa. Ensuite, Marilyn Bouban avec Amnesty International, le côté anglophone qui est basé à Ottawa. Et Dan Clapin, qui est bien connu de plusieurs personnes et qui était le troisième au Canada à recevoir la désignation de ACFRE, qui en bon français veut dire Advanced Certified Fundraising Executive. Donc, il est un de nos chefs dans le domaine. Et avec l'hôpital Pearly Rideau pour les anciens combattants. Donc, sur ce, je donne le podium, je donne le micro à Ginette et bonne chance. Merci, Dan. Donc, on est rendu à notre deuxième panel. J'aimerais, avant de commencer, si vous permettez, faire un petit ajout d'information, quelque chose que j'ai pensé à dire dans le premier panel. Quelqu'un me l'a souligné dans la pause, puis je pense que ça vaut la peine de le dire. Deux choses. Premièrement, les francophones donnent beaucoup, mais pas nécessairement à des causes franco-ontariennes. Les francophones donnent que ce soit Amnesty International, que ce soit pour la fondation d'un hôpital, que ce soit différentes... Donc, les franco-ontariens ne sont pas absents du monde de la philanthropie, mais ils ne sont pas faciles à joindre, premièrement. L'autre chose, c'est que on a parlé surtout, quand on parlait de grands donateurs, des grands donateurs franco-ontariens ou canadiens-français qui donneraient à des causes franco-ontariennes. Mais on peut penser aussi qu'il y a des grands donateurs anglophones qui donnent à des causes franco-ontariennes aussi. Ça, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, deux petites choses à ajouter dans votre soupe de réflexion pour les ateliers de tout à l'heure. Alors, on va commencer, je vais commencer avec Gilles. On va s'en venir comme ça, si vous permettez. Gilles, la question que je vous pose, c'est vous, comme professionnel, comme cadre, comme expert en levée de fonds, ou en philanthropie, je devrais dire, quels sont les outils qui sont les plus utiles pour aller chercher, pour encourager les dons qui viennent des francophones? Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai résumé un peu cette notion d'outillage-là en 4 grands secteurs. Rapidement, le premier secteur, c'était tout le côté organisationnel. Ce que l'on voit apparaître, par exemple, à la Fondation franco-ontarienne, c'est une organisation qui sait gérer adéquatement des fonds de dotation. Puis la Fondation franco-ontarienne gère les argents que les gens veulent bien lui demander de gérer. Et ça évite toute la question du placement des fonds. Puis c'est ça qui est très important de la Fondation franco-ontarienne, c'est qu'elle aide d'autres petites organisations à pouvoir se gérer. Là où est-ce que c'est la prochaine étape, c'est qu'il y a plusieurs fondations qui ont besoin d'avoir de l'appui administratif. C'est qu'il y a des petits fonds qui commencent, puis on ne peut pas se payer quelqu'un à temps plein. Excusez-moi. On ne peut pas se payer quelqu'un à temps plein pour faire les communications, la gestion, tout ça. Alors, c'est là aussi qu'il faut être capable d'avoir un support administratif pour être capable d'aider ces fondations-là. Et c'est là aussi que la fondation, par exemple, pour arriver puis offrir des services pour dire, je peux vous aider pour faire vos dépliants, votre communication pour 300$, 200$, faire la liste de vos abonnés pour 500$. Donc, ce qui fait en sorte que ça donne une continuité à la fondation sans épuiser les bénévoles qui sont toujours en train de faire de l'administration. Tant qu'à être sur un conseil, soit celui qui va chercher des clients, des donateurs ou fait de la relation, ne fait pas de la gestion ou de l'administration. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout le côté innovation. Et c'est là aussi que souvent, on ne développe pas la créativité chez les gens pour aller chercher de nouvelles idées. On a vu qu'il y a un épuisement dans la communauté parce que, bref, on a toujours la concurrence. Une des choses qu'il faut réaliser, c'est que le fait qu'on a beaucoup de fondations francophones démontre la vitalité des franco-ontariens parce que, bref, on n'a plus les combats historiques, mais des combats spécialisés. Exemple, l'autisme. Exemple, la question, par exemple, de faire publier des livres. L'autre fondation peut être en économie. Donc, c'est des points spécialisés. Donc, c'est une nouvelle forme de combat. Mais au même moment, c'est aussi une question de concurrence. Et c'est là, c'est que notre créativité doit nous amener à faire des nouveaux arrangements.
Et je donne l'exemple banal de l'Opéra Lyra d'Ottawa qui s'est jumelé avec la Fondation franco-ontarienne pour faire un événement. Le problème, c'est que, c'est une belle chose en soi, les francophones représentaient seulement 7 des billets vendus à l'Opéra Lyra, 7,3 Dans les dernières représentations, les francophones dépassent 20 à 23 de la vente de billets de l'opéra. Mais quand vous avez des billets, là, ceux qui savent de quoi les billets à l'opéra, c'est pas là, 40 c'est quand vous avez les meilleurs billets, c'est de 150 à 250 pour aller voir une pièce d'opéra. Le danger de cela, c'est que les groupes anglophones ont réalisé le potentiel économique des francophones. L'Opéra Lyra, cette année, pour ceux qui s'intéressent, a une activité de collecte de fonds où est-ce que les autres ils ramassent à peu près 600 000 $ par année. Okay? 600 000. Eux autres planifient d'aller chercher 1 million dans les prochaines années. Ça, c'est leur revenu annuel de collecte de fonds. Donc, les gens ne réalisent pas là, la grosseur de cette machine-là. Et vous avez des donateurs qui sont toujours fidèles et qui sont toujours actifs. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que près de 20 minimum de ces donateurs-là sont des francophones et des francophiles. Le problème, c'est qu'une fois que tu donnes 5-10 000 là, est-ce que tu as le goût de donner 5-10 000 ailleurs? Et c'est là le défi de déplacer ces gens-là vers une autre activité. Mais sauf que ce que je me fais saisir, c'est que ce sont des gens qui existent, mais qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas dans notre milieu de notre société. Mais qui contribuent. Absolument. Les francophones, c'est pas parce qu'ils ne donnent pas d'argent. C'est ça. Puis c'est très important ce que tu as dit. Troisième point que je voulais juste aller chercher, c'est le fait qu'on doit essayer de comprendre comment est-ce qu'on doit développer des actions qui sont complémentaires. Donc, c'est la complémentarité qui amène cela. Puis c'est d'être impliqué dans des domaines à l'extérieur de ce que l'on fait. Et je donne un exemple banal. La Fondation Vimy, le 11 juin, fait une activité avec l'ambassade de France. Le but, c'est de ramasser des fonds pour permettre qu'à chaque année, on puisse envoyer des jeunes à Vimy pour commémorer la bataille de Vimy de 1917. Le but, c'est de travailler à aller chercher des gens dans la collectivité. Chaque billet est 200 $. Les francophones représentent minimum le quart des billets vendus. Et le billet est 200 $. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Lundi, la réception pour Vimy à Toronto, c'est 600 $ le billet. Je serais surpris de savoir combien de francophones vont y être. Donc, la quatrième des choses, rapidement, c'est la question d'être capable d'aller chercher un réseau, de développer le réseautage. Le problème, c'est qu'on va toujours chercher chez les francophones traditionnels qu'on connaît, ce qu'on appelle les TLM, mais il faut aller à l'extérieur. Ça s'appelle les chambres de commerce. Ça s'appelle les groupes qui sont associés à la société, qui sont économiques ou autres, mais qui ne sont pas traditionnellement dans notre milieu de combat social. Et c'est ce réseautage-là qui amène les revenus par la bande. Parce qu'une personne connaît une autre personne, c'est ce bouche à oreille qui amène ces gens-là dans ces milieux-là. Et quand on parle de chambres de commerce, ce n'est pas nécessairement juste le ARGA du côté francophone, c'est tous les gens du côté anglophone qui soient dans le domaine de la restauration ou autre. Ces gens-là sont juste jamais attirés vers cela. Oui. Alors, merci, Gilles. Alors, on parle de 4 points: organisationnel, administratif, innovation, créativité, action complémentaire et réseautage. Oui. C'est ce que tu nous proposes. Oui. Si je vais voir Mélanie maintenant, Mélanie est au Club des garçons et filles, qui est un groupe d'action bilingue et qui compte beaucoup sur les dons des gens pour fonctionner. Oui, c'est ça. Alors, de la discussion en cours, il semble que nous manquons de ressources appropriées. Donc, ça a l'air que même l'Association de professionnels en philanthropie, AFP, ou soyez la Fondation canadienne pour la philanthropie, ils ont besoin de travailler sur le choix d'ateliers, ainsi de sessions de formation pour offrir plus de matériel francophone. Par exemple, on vient juste de faire une demande de sollicitation pour des adhésions. On l'a envoyé à 250 personnes de non-but lucratif à Ottawa en demandant si ça l'intéressait d'être membre à AFP. Et quand j'ai regardé la liste, ça avait l'air que plus que 65% étaient francophones. Puis, entre nos membres qu'on avait déjà, il y avait peut-être, on disait, 10 à 15%. Donc, on a fait traduire la lettre. C'est quelque chose, c'est vraiment, je pense que M. Vaillancourt l'a mentionné ce matin, on a besoin de faire l'effort. On a juste besoin de solliciter en français. Et on a reçu un retour de 5%.
et presque toutes les organismes étaient des organismes francophones. Alors, c'était vraiment juste, comme j'ai dit, de rechercher les ressources appropriées, de le faire traduire. Mais comme tu as dit, pas tout le monde peut, je m'excuse, can afford de faire toute la traduction. Permettre de faire la Oui, traduction. exactement. C'est ça. Absolument, parce que c'est pas... ça coûte cher. Oui. Oui, ça coûte cher. Mais, puis, il faut que ce soit bien traduit. Il ne faut pas que ce soit traduit dans un français qu'on ne comprend pas ou avec des fautes épouvantables. Oui. On ne peut pas traduire avec Google, là. C'est ça, exactement. Puis c'est ça le fait. Quand tu travailles dans un organisme bilingue, et je viens de Ontario, pour nous autres, le français, c'est moitié en français, the other half in English, puis c'est ça la façon qu'on parle, puis mon ami. Alors, c'est ça. Tu as vraiment besoin vraiment d'avoir les bonnes ressources. Oui. Alors, toi, tu me dis que l'important dans une fondation ou dans un groupe comme le tien, qui est bilingue, mais qui a la francophonie dans sa mission et dans ses services, Ouais. il faut servir en français. Le Club des garçons et filles, écoute, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait 1920. Oui, c'est ça Ouais. que j'allais dire, parce que moi, j'ai enseigné dans les années 70, puis mes élèves allaient au Boys and Girls Club dans ce temps-là, ils ne portaient pas le nom français, Ouais. et puis c'était sacré pour eux. C'était le seul endroit où ils pouvaient avoir des services, jouer. Il fait tellement des bonnes choses, et les francophones le reconnaissent. Oui. Puis avec la communauté multiculturelle, tu as vraiment besoin des employés, des bénévoles qui sont francophones, qui peuvent communiquer entièrement avec leurs clients, avec les membres. Oui. Est-ce que tu penses que ton expérience et que le message doit s'adapter? On a entendu beaucoup pendant le premier panel qu'il faut que le message soit personnalisé pour que la personne se sente interpellée et qu'elle veuille contribuer. Dans ton cas, comment ça se passe avec les francophones, ton expérience que tu as auprès des francophones? Je pense que oui. En parlant de l'association AFP, on parle avec des collecteurs de fonds. Alors, oui, c'est vrai que le message a besoin d'être associé directement aux autres. Quand on recherche le fonds pour les jeunes au club des garçons et des filles, le message, c'est plutôt encore, j'oublie le mot, je m'excuse, le testimonial des enfants. Des témoignages. C'est ça, des témoignages des enfants. Et de cette façon, le message, c'est presque toujours la même chose. Il y a des enfants qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de l'aide avec l'école, avec les sports, avec n'importe quoi. Oui, oui. Quand tu parles de AFP, pourquoi tu parles de AFP? Parce que moi, je suis la directrice d'addition sur le chapitre Ottawa aussi. Ah, OK. Donc, je travaille pour le Club des garçons et des filles, mais je fais du bénévolat comme Dan, c'est ça. Donc, à AFP, ça semble bien fonctionner, votre sollicitation auprès des francophones. J'espère que oui, ça a l'air. Depuis 2012-2013, on a augmenté d'adhésion de 196 jusqu'à, on vient d'atteindre 230 dès hier. Francophone. Non, c'est anglophone bilingue. C'est tous les organismes non. Nous, le but de l'association, c'est un réseau pour ceux qui vont chercher des fonds. Qui font la philanthropie, Qui oui. font de la philanthropie. Oui. Et ceux qui sont associés avec eux autres aussi. OK. On a différentes sortes d'adhésion. OK. Ouais. Puis, est-ce que à votre association, vous parlez des fois de la problématique de la francophonie? On parle toujours de la problème parce que l'association, c'est international et ça vient plutôt des États-Unis. Alors, si tu vas sur le site web, tu vas voir l'information en anglais et tu vas voir l'information en espagnol. Alors, on essaie vraiment premièrement, de créer quelque chose qui est plus... je pense qu'il y a un site web qui va se lancer dans les quelques mois, qui va être canadienne, en premièrement. À Dan, c'est mon président. Alors, juste pour s'assurer que je donne les bons faits. Et deuxièmement, comme j'ai dit, on essaie, même aujourd'hui, on a fait traduire une page d'information en français alors que l'information est disponible en deux langues. C'est excellent parce que les gens qui font de la philanthropie, les francophones, ont besoin eux aussi de se réseauter et puis d'apprendre les uns des autres et d'échanger les meilleures pratiques.
J'aimerais faire un petit sondage en même temps, si c'est possible. D'abord, On se parlait... c'est pas comme le monde au téléphone. Non, Ça c'est va pas prendre comme 2 ça. minutes Ça va avant. prendre 3 secondes même. Dans le petit break, on se parlait des mots-clés qu'on utilise dans la philanthropie. Puis j'aimerais savoir, juste par un raising of hands, comment on dit en français? Lever les mains. Vous levez les mains, c'est la même chose. OK, parfait. La main levée. Si vous connaissez les mots, le bon mot français pour les mots-clés qu'on utilise toujours en anglais, puis même membership, on l'utilise. Membriété. Oui, membriété. Mais Adhésion. Google va dire que c'est une faute. Pas Google, mais oui, ils vont dire que c'est une faute, mais c'est pas une faute. C'est ça, exactement. Donc, major gifts. C'est dommage. Don majeur. Don majeur. Ok, Quand j'ai continue. fait la recherche pour, j'ai trouvé données massifs. Ah, ben là, non, on te dit Un fundraiser. une collecte de fonds, une levée de fonds. Oui, professionnel Collecte en de collecte de fonds. Levée de fonds, c'est ça, exactement. Il y a des différents mots. Campagne de financement. Oui. Levé de fonds, c'est un anglicisme. Oui. Oui. Grant writer. OK. 2 mots, grant writer. Moi, je suis un grant writer. C'est quoi le mot en français? C'est quoi, un bailleur de fonds? Non, c'est quelqu'un qui Le rédacteur de écrit des- demande. C'est ça, rédacteur de demande de subvention. Oui. Très bien fait. Oh, grant writer. OK, Oui. OK, Et OK. finalement, on a l'association Foundation for Philanthropy in Canada, Fondation canadienne pour la Faudra enlever philanthropie. le C majuscule. Mais on a aussi the Association of Fundraising Professionals, c'est l'association des professionnels en philanthropie. Donc, juste pour dire, pour quelqu'un qui est bilingue, qui essaie de trouver les mots, les propres bons mots en français, pour l'utiliser pour vous pour Tu nous parler. appelles, on fait un forum, puis on dit... C'est ça. Mais Alors, écoute, je peux-tu faire une suggestion quand vous êtes mal pris comme ça? Pourquoi vous n'appelez pas la Fondation franco-ontarienne? La Fondation Montfort, Julie est ici de la Fondation Montfort qui fait des choses absolument exceptionnelles. Eux autres, là, ils vont chercher des millions On vous appelle. continuellement, là. Elle n'a pas parlé Oui. encore, là. C'est pas la directrice PDG, mais Julie accompagne les gestionnaires. Ils vont chercher des millions. Donc, vous appelez Fondation Montfort, vous appelez Fondation franco-ontarienne, vous allez voir sur leur site, vous leur demandez, ils vont se faire un plaisir Parfait. de vous les donner. c'est ça qu'on cherche, c'est où les ressources. Ah, ou Desjardins, bien sûr. Oui, ou des jardins. Merci beaucoup, Mélanie. On va aller à Marie-Hélène, qui est à Amnesty International, un de mes groupes chouchous, parce que j'aime beaucoup. Alors, on y va, Marie-Hélène. Toi, bien sûr, Amnesty International, c'est pour les francophones et les anglophones. Je dois avouer qu'en français, c'est très difficile parce que tu es probablement la seule dans le bureau qui parle français. Quand j'appelle pour des entrevues, ils me réfèrent à Montréal. Oui, malheureusement, parce que la manière que les bureaux se sont ouverts ici, il y a un bureau anglophone, et puis nous, c'est vraiment le bureau anglophone à Ottawa, et le bureau francophone à Montréal. Donc, et c'est comme ça qu'on divise les choses. S'il y a un donateur qui veut être, bon, il va recevoir toutes ses communications en français, on doit l'envoyer à Montréal, malheureusement. On ne peut pas le faire ici. Et déjà, Montréal est déjà plus petit, donc il faut quand même qu'on leur donne la chance aussi. Alors, quand tu veux, vous faites des collectes de fonds, bien sûr, pour toutes les causes Amnesty International. Quand vous voulez joindre les francophones, quels sont les défis auxquels vous faites face et quels sont les succès que vous avez connus dans le passé? Bon, c'est un peu... Là, je ne vais pas parler avec Amnesty parce qu'avec Amnesty, c'est seulement en anglais. J'ai des donateurs majeurs qui sont francophones, je leur parle en français et tout, mais en principe, je ne devrais pas le faire parce que je suis la section anglophone. Alors, je vais parler par rapport aux autres organisations pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, il y a MSF, il y a CARE et puis il y a Scout. Et dans ces organisations-là, parce que c'était national, on avait le Québec. Le Québec, c'est quand même une société distincte, donc, et en général francophone. Mais tout ce qui était hors Québec francophone, c'était toujours différent pour moi. Souvent, je vais seulement vous donner un petit exemple. Par exemple, quand on envoyait des gros publipostages, les chiffres en français après le Québec, c'était l'Ontario. Je changeais les exemples pour que ce soit quelque chose qui soit plus personnalisé aux francophones qui sont en Ontario. Alors, c'est des petits trucs comme ça qu'on fait, mais parce que j'étais bilingue et je devais le faire, c'était facile pour moi. Je voyais les deux textes en français et en anglais, donc je pouvais me le permettre de jouer un petit peu puis dire, bon, on va envoyer ça comme ça, on va faire ça comme ça. Mais c'est des petites choses. C'est des initiatives que tu prenais toi-même. Oui, c'est sûr, parce que, bon, je suis quand même
mon but, c'est de collecter des fonds. Bien oui, Et donc, j'ai un savais but, que- c'est ça. Donc, je veux avoir plus d'argent. Alors, c'est ça que, c'est des petits trucs comme ça. Et puis, finalement, on se rend compte, je ne pourrais pas dire c'est une chose qui a fait ça, mais oui, en termes d'acquisition, on avait plus de chances, on a eu plus de dons, en fait, de francophones à long terme. Mais ça, c'est au niveau du public postage, parce que quand je travaillais à ce niveau-là, il y avait moins de trucs personnels. Donc, c'est un peu différent quand c'est face à Mais face. le principe d'adapter Oui. le message est là. Oui. Est là. Mais ça prend quelqu'un qui connaît. C'est pas rien que quelqu'un qui est bilingue. C'est quelqu'un, parce que je peux bien parler français. Moi, je peux bien parler espagnol, mais j'ai aucune idée c'est quoi les enjeux des Espagnols aux États-Unis, par exemple. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, c'est notre profession. Donc, en tant que professionnel, on doit savoir qu'est-ce que notre audience, nos donateurs, ce qui les intéresse. En fait, c'est toujours ça le problème. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est pas, on doit leur parler de nous, de nos projets, mais en fait, c'est eux à quoi ils sont intéressés. Si quelqu'un, et j'ai toujours travaillé plus souvent dans l'international, si quelqu'un n'est pas intéressé à l'international, je ne vais pas lui demander des fonds 26 000 fois. Tu lui demandes une fois, deux fois, s'il te dit « je ne suis pas intéressé », je passe à quelqu'un d'autre qui peut trouver quelque chose et dire oui, oui, oui. Bon, c'est sûr quand il y a des catastrophes naturelles, c'est toujours plus facile parce que tout le monde donne. Et tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de la coalition humanitaire. Ça a été un travail énorme de faire parce que j'étais à CARE et puis c'est CARE qui a commencé la coalition humanitaire. Ça a été un travail énorme, non seulement en termes de loi, mais aussi en termes de changement d'attitude parce que chaque organisation, on veut garder nos donateurs. Et ça, que ce soit en anglais ou en français, il n'y a pas assez de donateurs pour tout le bon travail que toutes les organisations font. Donc, c'était ça. Donc, il fallait passer à travers ça. Et il y a, par exemple, Plan, qui était avec nous au début, après qui a dit non. Maintenant, ils sont là à nouveau. Donc, c'est encore très difficile. Cette coalition humanitaire qui avait été mise en place, à quelle occasion? La première fois, c'était un tremblement de terre. Parlementaire en Haïti? Non, c'était pas la première fois. Non, non, non. En Haïti, c'était, je pense, j'essaie de me rappeler, c'était dans un pays. Non, 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 non. C'était après le tsunami. Après le tsunami, avant le tremblement de terre en Haïti. J'essaie de me rappeler, c'était en Philippines, je pense, ou c'était un pays asiatique, Indonésie, je pense. C'était un pays asiatique. De toute façon, est-ce que c'est une coalition qui continue d'exister? Oui, et c'est ça. Maintenant, c'est une entité différente. Donc, c'est-à-dire, si on donne, et puis on sollicite nos donateurs, bon, c'est-à-dire, je ne devrais plus dire ça parce que je ne suis plus partie de CARE, mais les organisations sollicitent leurs donateurs au nom de la coalition. Et aussi, on fait un appel aussi au public canadien pour ça. En une seule voix, parce que c'est sûr qu'on peut donner des meilleurs résultats sur place parce que c'est une multitude d'organisations qui sont déjà sur place. Je pense que c'est un exemple qu'on doit tenter de regarder. Est-ce que, puis je pose une question parce que je ne sais pas comment ça peut s'appliquer à la communauté francophone en Ontario, mais certainement qu'il y a des pistes à suivre ou à explorer. Cette coalition de CARE, qui sont les autres? Il y a CARE, il y a Oxfam Québec, Oxfam Canada, il y a Plan et il y avait une cinquième, j'essaie de... aide à l'enfance. Ah. Est-ce que ces fondations-là continuent à aller chercher des fonds pour leurs propres projets en plus de la coalition? C'est que souvent, les donateurs vont donner aux deux. On s'est rendu compte qu'ils donnent aux deux. Ils vont donner à la coalition et puis ils vont quand même donner à l'organisation. Des fois, on a peur, on se dit « Oh non, 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 on ne va pas recevoir d'argent », mais souvent, ils donnent aux deux. Est-ce que la coalition va chercher des fonds pour des projets qui sont au-delà des intérêts immédiats de chacune des fondations, des projets plus d'envergure? Oui, parce que c'est seulement quand il y a des catastrophes, la coalition, mais souvent, ce n'est pas toutes les organisations qui vont à l'endroit même où est-ce qu'il y a le désastre naturel. Bon, par exemple, Haïti, presque tout le monde était là, mais les gens n'étaient pas nécessairement à Port-au-Prince. Non. Ils pouvaient être quelque part d'autre à Haïti et quand même apporter quelque chose au niveau professionnel et puis une expertise quelconque. Donc, du moment qu'une des organisations ou plusieurs des organisations sont déjà sur place, c'est ça le fait, c'est qu'on peut canaliser et puis demander une fois au public canadien et canaliser cet argent-là et dire, bon, on va le mettre sur le terrain aux organisations qui sont présentes, qui font déjà du travail sur place. Alors, je pense que est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous, ce que vous entendez?
cette collaboration? C'est difficile. Est-ce que c'est... parce que ça se fait aussi dans le milieu de la danse et du théâtre. Ils vont se mettre ensemble à Montréal. En tout cas, c'est les groupes de théâtre ou de danse. Il y en a qui sont mis ensemble, ils partagent le secrétariat, ils partagent les frais de télémarketing et ils vont solliciter au nom du collectif de théâtre. Il y en a de plus en plus. Et ce que ça fait, c'est que je pense que le public, le francophone, peu importe, mais les francophones aiment de voir de la coopération. C'est-à-dire, le mouvement coopératif vient du monde, initialement, il y a très longtemps, de la francophonie. C'est une culture qui aime la collaboration, même si des fois on pense qu'on se mange la laine sur le dos, mais on est aussi l'opposé de ce qu'on est vraiment, là. Mais, OK, bien, on retient ça comme un exemple. Je vais venir maintenant à Daniel, Daniel, tu es à la Fondation Pearly. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les anciens combattants. Centre de santé pour les anciens combattants. Oui. Qui est sur... Le chemin Russell. Sur Ici, Russell. dans le sud. Oui. Vous êtes 3 personnes. Oui. Vous voulez rejoindre les francophones. C'est un défi. C'est toujours un défi, puis je vais vous souligner qu'on est 3 maintenant. Puis ça, c'est seulement depuis le mois de novembre. Donc, imaginez, on est 2 dans le bureau. Une, c'est une anglophone. On travaille juste l'administration, l'entrée des dons. Moi, je fais la demande de dons. Quand tu es 2 personnes, tu as un budget assez limité. Je pense que vous savez ce que je veux dire par ça, les petits moyens, disons. C'est pas facile. Si on veut communiquer en français officiellement, en tant qu'organisation bilingue, on n'est pas là. On n'est pas officiellement bilingue. Il faut faire attention de ne pas créer des attentes non plus. Donc, on essaie de trouver un juste milieu. On parle souvent ce matin de personnaliser, cet après-midi. C'est ce que je fais. Si vous me téléphonez, vous me parlez en français, il faut vous parler en français. Si j'étais capable de vous parler en italien, je vous parlerai en italien. Pour moi, le lever de fonds, ça ne connaît pas de langage ni de culture. Ça parle du cœur. Oui. Assez de me communiquer avec moi, je vais essayer de communiquer avec vous. OK? Toujours que ça soit personnalisé. C'est l'amour de l'humanité. OK? Chez nous, le budget ne me permet pas, tout simplement. Ça ne me permet pas. Quand je regarde ma base de données chez nous, d'avoir tout en français et anglais, je ne peux pas le permettre, je n'ai pas le budget. Je ne suis pas financé par aucun autre gouvernement ou de source, juste de les donateurs et donatrices qui nous subventionnent. Bon. Hein? Il faut payer des salaires, il faut payer de l'administration, il faut payer pour ces publipostages, il faut payer pour le tout. Qu'est-ce qu'on essaie de faire, nous autres? C'est donner de l'argent pour améliorer la vie de nos anciens combattants. C'est ça notre objectif, nous autres. Bon. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre le budget pour traduire absolument tout. Est-ce que ça veut dire que vous vous privez d'une partie, des dons d'une partie de la population? Possiblement. Mais Ça c'est pas le choix. serait difficile de le mesurer. Hein? Oui. J'ai beaucoup de donateurs et donatrices francophones. Je vous l'avoue. Mais on les écrit en anglais. Ils me répondent. Ils m'envoient un don. J'ai très bien entendu, M. Vainco, ce matin, que s'il reçoit mes lettres, ça va aux poubelles, je le sais, là. Mais je sais aussi que si je fais l'effort de vous l'envoyer dans les 2 langues, par exemple, sur l'extérieur de l'enveloppe, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez le jeter ou allez-vous l'ouvrir? Je me pose la question. De là, on peut faire des efforts. Et on en fait des efforts. Mais je parle de créer des attentes. Est-ce que tout va être bilingue d'une façon officielle? Et puis ça crée des attentes que je ne peux pas rejoindre en ce moment. Je ne peux pas. À moins d'avoir des bénévoles qui travaillent là-dessus. On a des bénévoles travaillent francophones. Puis quand Qui quelqu'un... travaillent sur traduire le site Web. Encore une fois, est-ce que vous voulez monsieur et madame tel qui semble bien écrire?
faire la traduction ou est-ce qu'on va engager quelqu'un qui est un traducteur ou traductrice professionnel? J'irai plutôt de ce côté-là avant d'avoir un bénévole me traduire toutes sortes de choses. Il y a des Puis bénévoles à leur retraite qui sont des professionnels de la traduction. ça se peut. Oui. Donc, ça, c'est je les comprends. genres de défis, Oui. tout simplement, que je vous Oui, oui, partage. c'est les défis que vous avez. Le centre de santé, ça existe depuis 116 ans. Ici, dans notre communauté, c'est incroyable. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. En arrivant, j'ai regardé le base de données. J'avais la même question. Quand je regarde les noms, c'était écrit Hélène. C'est H-E-L-E-N-E et non pas H avec les accents. Je me demande comment. C'est tellement long à faire. C'est un énorme défi. Si vous avez une base de données de quelques 20 000 noms. Et puis quand tu imagines, juste parce que c'est Hélène, peut-être, Hélène, elle n'aime pas les accents. C'est un anglophone avec un nom francophone que avec le temps, c'est Hélène et non pas Hélène. Donc, tu risques de... Hein? C'est pas aussi facile, noir et blanc. Mais aux bases, la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Personne à personne. Dans le respect de l'identité de la Absolument. personne. Toujours avec le plus grand respect. Oui, oui. Et puis, on sait que pour la francophonie, le français, ça fait partie de qui elle est, puis c'est important. Absolument. Ah oui, absolument. Même cet après-midi, quand on parle de la francophonie, puis j'ai beaucoup aimé ce que le docteur Pierre, quand il s'est exprimé, puis il a parlé de, bon, ben il y a la culture, il y a le français, celui qui parle français, franco-ontarien. Puis là, on s'est dit, le Champlain, la culture. Ouais. Bon, moi, je suis un franco-ontarien qui est élevé ici à Ottawa. Bon, moi, je vois le franco-ontarien, ça a l'air de Daniel ici, là, OK? Mais ce que le docteur Pierre nous raconte, c'est qu'il faut faire face que le franco-ontarien est en train de changer. Il change rapidement, comme Denis nous a expliqué. Donc, le défi pour nous autres, comme organisation en but non lucratif, c'est de s'examiner, nous autres, nos conseils d'administration. Est-ce que nos francophones sont tous des Daniel Clapin? Est-ce qu'ils sont tous des Champlain, si vous voulez? Comment est-ce qu'on est en train d'agrandir et évoluer avec la communauté franco-ontarienne? Parce qu'il est en train d'évoluer. La culture change. Puis ça, c'est devenu dans nos communautés, je pense, un acquis. Maintenant que notre communauté, elle est multiculturelle, de multiples origines, il y a eu des déchirements profonds au début des années 90. J'étais consultante, j'ai travaillé avec les communautés immigrantes à ce moment-là, et il y a eu des grands déchirements dans la communauté. Oui. On est passé par-dessus, on a guéri, et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on vit ensemble et qu'on se reconnaît dans nos différents visages. Oui. Puis donc, d'où c'est apprécié de dire qu'on tient compte de cette nouvelle réalité. Absolument. Francophone. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous avez entendu des choses? Les défis sont énormes pour vous. Que ce soit dans une communauté qui est entièrement francophone ou un organisme bilingue, les défis sont énormes. J'ai encore de la difficulté avec Amnesty International qui a son bureau francophone à Montréal et puis anglophone ici, parce que moi, j'ai contribué longtemps à Amnesty, mais j'étais rendue... à chaque fois que je demandais d'avoir quelque chose en français, on me disait que ça n'existait pas. Donc, j'ai arrêté. Oh, ben oui, j'ai arrêté. Comme Denis le dit, je veux dire, je trouve ça offusquant, à un moment donné, qu'un organisme comme Amnesty International, à Ottawa, dans la capitale du Canada, ne soit pas capable de me fournir mes documents en français. Mais... Dans un, comme tu disais tantôt, dans une approche qui correspond à moi, qui n'est pas au Québec. Par exemple, la section francophone pourrait le faire. Exactement. Oui. Exactement. Donc, on offre le service, mais pas d'Ottawa. Absolument. Ça, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Oui, en effet. Donc, c'est la différence. C'est toi qui devrais aller travailler à Montréal. On veut le garder ici. Non. On veut la garder ici, avec raison. Même si je ne me définis pas comme franco-ontarienne, je pense que quand Dan m'a appelée, je me suis dit, je pense que finalement, je suis franco-ontarienne. Tu te définis comment? Quand il m'a appelé, il m'a dit franco-ontarien. On cherche des franco-ontariens. Je ne suis pas franco-ontarien. C'est ça. Mais vous savez, là, avec un petit secret entre moi et vous, entre parenthèses, on n'est pas à la télé,
Moi non plus. Moi, je suis d'abord et avant tout une Canadienne française. Ouais. J'ai grandi jusqu'en 1970. J'avais 20 ans quand on nous a dit tout à coup, vous n'êtes plus des Canadiens français. J'ai dit, ben, qu'est-ce que ça fait de nous autres, ça? Et ça a pris comme à peu près 15 ans à me dire, ah, t'es franco-ontarienne. Ah oui? Moi, je suis Canadienne française dans le fond de mon cœur. Franco-ontarien, c'est l'endroit où on vit. Une longue histoire qui relève d'ailleurs. Mais je comprends ce que tu dis. Gilles. Je voulais juste, au départ, mentionner un élément sur la francophonie et travailler avec les anglophones pour ensuite donner 2 exemples nationaux d'organisations qui ont réussi à faire une collecte de fonds puis qui fonctionnent bien. Vous savez, quand je vous parlais de la Fondation Vimy, on parlait de créativité. À la Fondation Vimy, ils sont allés chercher des francophones parce qu'il n'y avait pas accès à ce marché-là. Comme à Pearlie, vous n'aviez pas accès à ce marché-là. Explique-nous c'est quoi la Fondation Vimy. La Fondation Vimy, c'est une fondation qui existe pour le but de commémorer la bataille de 1917. C'est un des plus gros événements qui va avoir lieu au Canada en 1917 avec le 150e. Sur votre 20 $ canadien, c'est justement le cénotaphe de Vimy que vous avez sur le 20 $ canadien. C'est pour ça qu'on va l'appeler bientôt le Vimy, plutôt que parler d'un 20 $, on va l'appeler un Vimy pour commémorer cette bataille-là. Et la bataille de Vimy, c'est la bataille qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est une crête, c'est une colline où est-ce que les armées britanniques et françaises avaient perdu plus de 100 000 hommes. Et c'était la première fois que le commandement était donné à des Canadiens pour prendre possession d'une crête. Cette journée-là, on perd plus de 10 000 hommes, mais on prend possession d'un territoire et c'est le renversement de la tendance des forces allemandes en France à cette époque-là. Et ce qui est important, c'est parce que c'est le début de ce qu'on appelle la souveraineté politique du Canada, où est-ce que c'est le Canada qui se met en vedette sur la scène internationale, prend possession d'une bataille et il le fait sous son propre commandement plutôt que sous le commandement britannique. Donc, c'est toute cette espèce-là d'éléments politiques mythiques qui est représenté derrière la bataille de Vimy et c'est cette consécration-là qui va se faire dans quelques années. Pourquoi c'est important? Parce que Vimy est allé chercher des francophones, puis on est allé chercher quelques acteurs francophones qui sont, eux, allés chercher des associations francophones. Il va y avoir un concours, par exemple, qui va être géré par l'Association des auteurs de l'Ontario français, qui va faire un concours pour l'événement le 11 juin. Le gagnant va avoir son poème lu par le poète du Parlement du Canada. C'est que ça crée toute cette synergie-là. Ça crée cette capacité-là d'aller chercher par cette visibilité-là, le francophile qui veut donner à l'association et à d'autres associations francophones. Mais aussi, vous devez comprendre que quand vous démontrez le potentiel, l'argent aussi peut aller dans l'autre sens, vers des autres associations qui ne sont pas uniquement, purement pour des intérêts franco-ontariens. Donc, il faut comprendre aussi ce jeu-là qui se fait. Si on cherche juste une entité franco-ontarienne, c'est une chose que la Fondation comprend bien, mais d'autres fondations vont aller chercher la population aussi qui est capable de communiquer en français pour d'autres fins qui n'est pas uniquement pour des préoccupations franco-ontariennes. Donc, il faut comprendre ce jeu-là. Puis quand je vous dis qu'à l'Opéra Lyra, plus de 20 des fonds viennent de francophones et de francophiles, et c'est plus de 120 000 $ par année, vous serez surpris de savoir c'est qui ces noms-là. C'est des gens qui ne sont pas ici dans la salle, puis vous ne verrez pas aux différents événements, mais qui sont dans d'autres milieux. Mais j'aimerais prendre 2 exemples d'associations qui ont réussi, par leur dynamique et leur méthode, à augmenter leurs revenus. Et la première, c'est celle qui est à Montréal. Et je vous en parle parce que je participe à cet événement-là, c'est l'Oratoire Saint-Joseph. L'Oratoire Saint-Joseph, c'est la 2e attraction à Montréal, après le Parc Mont-Royal. L'Oratoire Saint-Joseph a une collecte de fonds de plus de 150 millions de dollars depuis 9 ans. Je n'ai pas dit là 150 000, 150 millions. Et ils ont dépassé leurs objectifs. Et ce qu'ils ont fait, c'est que malgré le fait qu'il peut y avoir une culture qui serait contre le catholicisme, l'Église, tous les problèmes qui peuvent avoir été générés, les critiques. Oui, tout ça, ils ont appris à véhiculer un message, ils ont appris à aller chercher les donateurs. Un exemple de cela, c'est qu'ils envoient un bulletin 8 fois par année qui s'appelle l'Ami du frère André. Le bulletin est payé par un commanditaire, le postage est payé par un commanditaire, tout est payé de façon à ce que ça donne toujours un coût zéro. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a le rappel qui est fait, il y a toujours un message, il y a toujours une relation, il y a toujours une activité. C'est fait dans une enveloppe très simple, ça coûte seulement le prix d'un timbre, puis c'est payé par quelqu'un. Mais c'est l'approche de toujours répéter, répéter, répéter. Et là, il y a toujours un groupe de gens qui vont appeler pour dire « Bonjour,
Est-ce que vous avez reçu notre calendrier annuel? Est-ce que vous avez reçu notre bulletin? Si vous ne l'avez pas reçu, appelez-nous. Mais ils ont toujours ce petit contact émotif, ce que disait notre collègue ici, cette relation-là de cœur qui maintient, malgré toutes les controverses que vous pouvez avoir, elle est encore plus puissante, cette fondation-là. Puis l'oratoire, elle va chercher minimum 15 à 20 millions par année. Ceux qui pensent là, que c'est parce que c'est dépassé, vous vous trompez totalement. Deuxième exemple, et certains d'entre vous vont le comprendre, c'est les amputés de guerre du Canada, qui ont fait la même chose avec ces étiquettes et ces porte-clés. Même si vous dites, ah, les étiquettes, c'est QQ, une fois que le système est établi, on crée toujours cette relation-là. Puis parce qu'on a développé cette utilité dans le porte-clés, il y a un sentiment de redonner, sachant que c'est une bonne cause, malgré le fait qu'on ne sait pas c'est quoi un amputé de guerre parce qu'on ne les voit plus tellement. Mais c'est le fait qu'ils ont développé le message de continuité. Et c'est ça la force de ces deux organisations-là. Mais ils ont appris à faire payer leurs coûts par un commanditaire, de sorte que l'organisation n'a pas des frais administratifs puissants et élevés. C'est pour ça que quand je vous disais, puis on l'a entendu ici, vous avez 3 exemples d'individus qui vous disent ce qui tue dans les petites fondations, c'est les frais administratifs. C'est là où c'est qu'il faut aller chercher l'appui pour être capable de les outiller, pour être capable qu'ils ne s'éteignent pas, puis qu'il y ait un essoufflement. Parce qu'une fois qu'il y a l'essoufflement, tes bénévoles, là, ils vont ailleurs où ils sont plus intéressés. Ils ont fait leur temps, puis ils passent à autre chose. C'est là aussi qu'il faut être capable d'avoir plus de gens qui ont des objectifs de la créativité à l'extérieur pour aller chercher des idées, puis laisser l'administratif à des professionnels au quotidien. Alors, si je retiens bien ton idée, Gilles, la première chose que tu nous dis, c'est de donner quelque chose de plus. Ça revient à ton 3e point de tantôt. Donc, de toujours être en contact avec les gens, leur donner de l'information. Je sais que la Fondation communautaire d'Ottawa, par exemple, aide les organismes même à développer, à écrire leurs projets, à donner du sens à leurs projets. Des fois, quand on est dans un organisme et qu'on ne sait pas où se prendre, on ne sait pas notre projet, est-il pertinent, je ne sais pas comment m'y prendre. Ils ont de l'expérience, comme de Catherine, entre autres, Dubois, qui a de l'expérience. Donc, on donne quelque chose de plus. Tu donnes l'exemple du bulletin, tu donnes l'exemple, tu donnais les amputés de guerre. Une des choses que les amputés de guerre font, c'est que chez K. Rogers, entre autres, on passe régulièrement des messages d'intérêt public. Et les amputés de guerre, maintenant, ça s'occupe aussi beaucoup des enfants qui ont dû se faire amputer un membre à cause d'un accident, à cause d'une méningite, à cause d'une maladie de quelque sorte. Et ça fait de la promotion. Donc, ils sont toujours là, on les voit continuellement. Donc, quand ils nous demandent de l'argent, il y a des visages, ça ne coûte rien. Mettre des messages d'intérêt public à Rogers. Oui, parce que les gens ont tendance à trop cibler les réseaux sociaux pour aller chercher le client. Les réseaux sociaux sont là pour rappeler, créer un intérêt, pour diffuser certaines choses. Mais regardez comment les partis politiques ont compris qu'ils vont toujours vous envoyer une enveloppe avec un bulletin. Ils vont garder la méthode traditionnelle, même si les gens vont jeter, ils ne le liront pas. Ils ont compris que les deux réseaux vont ensemble. Puis si vous pensez que c'est juste l'électronique, kudos, excellent. Mais combien de gens font juste clic, 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 vous savez, là, effacer, 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 next. Le bulletin crée, à un moment donné, cette relation qui oblige avec le temps. Mais s'il y a quelqu'un qui peut couvrir les frais, parce que l'Université d'Ottawa faisait ça auparavant, et ils ont abandonné ça. On a de moins en moins de bulletins à l'Université d'Ottawa. Ce qui fait en sorte que ça a développé une habitude électronique pour couper dans les coûts. Mais le problème, c'est qu'on a perdu aussi cette chimie, cette relation-là, cette proximité-là qu'on n'a plus auparavant. Le bulletin, là, quand je le reçois, là, si je le mets dans le bac de recyclage puis je le vois là, je me sens coupable, je le reprends. Tandis que le message que j'ai effacé, là, ben, c'est rare que je vais retourner dans mon delete, ma poubelle sur mon ordi pour dire « j'aurais pas dû, je remets dedans. » Ça va un de moins. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de valeur à des anciennes méthodes. La télé, entre autres, n'est pas à veille de partir. Est-ce qu'il y a des questions? Dan a le micro. Normand, il va t'apporter le micro. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est bien beau recevoir des trucs par la poste. Je fais des dons, puis une entreprise en particulier, j'ai fait un don une fois par année, dans le temps des fêtes. Puis on s'est entendu il y a 3 ans. Si je reçois un document dans la poste durant l'année, je vous coupe à vie. Il faut je ne reçois plus. savoir ça, oui.
je pense que la nouvelle génération, je pense à mes étudiants, pas à moi, là, je pense que ces gens-là n'apprécieraient pas avoir ce bulletin-là 4 fois par année. C'est fou, hein? C'est pas dans la culture des jeunes. Puis moi, d'après moi, c'est les jeunes qu'il faut aller chercher, les jeunes professionnels. Les vieux de la vieille, on les a. C'est cette nouvelle génération. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour aller chercher les jeunes générations, la jeune génération? Allez-y. Tu veux commencer? Il y a peut-être, écoute, je vais aussi demander, il y a Solange dans la salle qui cherche aussi à la Fondation à aller chercher les jeunes. Il y a Julie à la Fondation Montfort. Il y a Dieudonné qui travaille au Centre. Il y en a d'autres. Si vous avez des choses à ajouter, comment on va chercher la jeune génération qui est beaucoup plus sur les médias sociaux qu'avec le papier? Bon, je vais commencer alors, parce qu'à Amnesty, bon, on a des groupes de jeunes. Et malgré ça, on ne capitalise pas sur ça parce que souvent, on se dit, ces jeunes-là, ils sont à l'université, après, ils vont devenir des professionnels. Il y en a certains qu'on arrive à garder, mais il y en a je dirais, la majorité qu'on ne garde pas. Et c'est un défi qu'on a durant les prochaines années. Et puis, on a vraiment, il y a une personne qui s'occupe de ça pour être sûr qu'on arrive à avoir leurs intérêts et à garder les contacts. Parce que souvent, ils déménagent, ils font plein de trucs. Oui. Donc, on n'a plus les contacts. Donc, comment on fait ça pour quand même les garder avec ce milieu-là? Alors, c'est sûr qu'Amnesty a déjà un bon bassin, mais je pense que presque tout le monde a le même problème. C'est un défi. Comment les garder? Les réseaux sociaux, on utilise ça, c'est sûr. Mais comme... c'est bon, mais... Si je comprends ce que tu dis, Marie-Hélène, c'est que vous ne visez pas les jeunes comme donateurs, présentement. Non, parce qu'on... Plus comme les informer de ce que vous faites. En fait, non. Ce qu'on fait, c'est parce qu'on a des activistes. Et c'est à travers le militantisme en français. Oui. C'est à travers le militantisme qu'on garde les gens. Et ça, c'est que ce soit les personnes qui sont plus âgées, les moins jeunes, les plus jeunes. C'est vraiment par le militantisme. Et il y a plein de recherches en philanthropie qui démontrent qu'une personne qui est militante, c'est une personne qui va vous donner, et ça, c'est même pas le don de $100 qu'on cherche, mais c'est au niveau aussi du don planifié à long terme. Donc, c'est vraiment que le militantisme, et puis garder leur intérêt, parce que les intérêts changent. C'est vraiment ça, depuis qu'ils soient jeunes, et puis comment on peut les garder pour qu'ils restent avec nous tout le temps, et qu'éventuellement deviennent donateurs. Un peu comme avaz.org. Ceux qui connaissent Avaz, connaissez? Qui fait des collectes de fonds via l'Internet sur des causes à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, va faire appel à mais nous donne de l'information sur les causes. Dan? Oui. Puisque j'ai le micro, je vais prendre l'avantage. Oui. Juste pour un peu de qu'est-ce que M. Fortier a dit, mais aussi qu'est-ce que Marie-Hélène a mentionné. Un des grands points, si on le rapporte à la communauté franco-ontarienne, c'est que les vieux de la vieille, si on veut, le mot qui est utilisé, c'est pas moi qui l'ai mis là. Les personnes... Michel me menace. Les TLM. Les TLM. TLM, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est toujours les mêmes. Donc, les fidèles. Les jeunes n'ont pas vécu les gros débats historiques. Ouais. Et moi, je pense, personnellement, que c'est la grosse raison pourquoi ils ne sont pas nécessairement aussi militants, aussi impliqués. Et, par exemple, dans mon cas, que la famille vienne de Spinola, de Cornwall ou d'Alexandria, les conversations avec mes grands-parents, ou même mes oncles, mes tantes, ne sont pas les mêmes. Les jeunes veulent s'impliquer, oui, il y a les médias sociaux et tout, mais c'est plus l'idée de rassemblement, l'entraide, c'est militer ensemble pour une cause. Que cette cause soit franco-ontarienne, non, ça ne l'est pas. Donc, est-ce qu'il y a un besoin de renforcer, si on ne défend pas les droits de la langue, est-ce qu'on va s'y faire enlever? Ce sont des questions tellement pertinentes. Je vais prendre monsieur. C'est vous qui avez levé la main. Ah, excuse-moi. Dana, ça fait longtemps. Excuse, on va venir après. Bonjour. Alors, je suis Luce Moreau. Je suis de la Fondation Y des femmes, YWCA à Montréal. Je voulais juste dire, moi, je suis au conseil d'administration de la Fondation de AFP. Et j'ai été sur le conseil d'administration internationale aussi à Washington. Et je suis au chapitre du Québec. Et je voulais vous dire, je porte le dossier de la traduction du français depuis 10 ans. Depuis qu'on a Dan qui s'est joint à l'AFP, qui est très actif, ça nous aide parce qu'on était les seuls à Montréal, le seul
chapitre qui se battait pour ça. Alors, on a beaucoup d'argent là, qui va pour la traduction. Alors, sur le site d'AFP, gratuitement, vous avez les Ready Reference Books qui sont tous traduits, qui sont accessibles. Et le prochain outil, c'est le lexique. Quand vous parlez de traduction, il va y avoir des milliers de mots. Il y a une traductrice au Canada là, qui est spécialisée pour tout ce qui est la philanthropie. Christiane Arnois, on a fait plusieurs personnes avant de trouver l'appel parce qu'il faut connaître le domaine de la philanthropie, parce qu'il y en a qui traduisent ça n'importe comment. Alors, si jamais vous avez besoin, elle a un tarif très bas pour les organismes, et elle traduit tout pour AFP. Alors, elle a déjà le langage. Mais le lexique, on commence à le traduire là, à partir des prochaines semaines, ce qui veut dire que ça va être un outil pour tous les organismes et peut-être faire la promotion aussi, parce que nous, on fait beaucoup de promotion au Québec, mais c'est que vous fassiez la même chose à Ottawa. Excellent. Merci beaucoup pour l'information précieuse. Et ce service aussi. C'est un service incroyable. Jean Pichon, je suis de la Fondation de la Cité. Je suis aussi membre de l'AFP, chapitre d'Ottawa, depuis plusieurs années maintenant. Malgré mon jeune âge, ça fait 10 ans que je suis membre de l'AFP. J'ai commencé jeune en collecte de fonds. Je veux juste mentionner, je pense, quand on regarde le côté franco-ontarien, c'est pas juste une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question de valeur, c'est une question émotive, c'est une question qui, selon la personne, va être à différents niveaux. Tout ce que je veux mentionner, je pense que dans la chaise de la personne qui va chercher les fonds, je pense qu'il faut tout simplement s'intéresser à la personne. Il faut s'intéresser à la personne et quand on s'intéresse et qu'on s'intéresse réellement, ben là, oui, il y a une évolution. J'ai jamais rencontré une personne pour la première fois, en tout cas, c'est pas arrivé dans ma vie où j'ai obtenu un don d'1 million dans une première rencontre. Je peux dire que j'ai déjà obtenu 1 million, mais sur plusieurs années. Donc, il y a une évolution, mais grâce à un intérêt qu'on porte au donateur pour ce qu'il est. Donc, on va donner par émotion, certainement. On a parlé de catastrophe naturelle, mais pour moi, c'est très, très, très émotif, spontané comme type de don. Et c'est très différent du don commun qu'on cherche à aller chercher dans le cadre du sujet ici. Donc, quand on veut aller chercher cette émotion, il faut naturellement s'intéresser. Et la meilleure façon de s'intéresser, et qu'on a trouvé, c'est de garder nos donateurs informés. Je comprends la question que Normand mentionnait au niveau de sur envoyer de l'information. Par contre, ça fonctionne quand même très bien. Puis, juste pour répondre à la question qui était posée, comment on peut faire pour les jeunes, une idée, une réponse. Puis, j'arrête là parce que juste pour lancer un peu le topo, mais à la Fondation de la Cité, par exemple, on a 30 000 diplômés. Et une des axes, depuis que je suis là, qu'on a essayé de faire, c'est de reconnecter avec eux, s'intéresser à eux. Une façon qu'on le fait très simplement, c'est qu'on envoie une carte postale, mais qui est une carte d'anniversaire à leur date d'anniversaire, signée à la main à tous nos diplômés pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'est une journée importante dans l'année pour eux. Puis c'est juste une façon de dire, bien, vous vous souvenez, vous êtes passé par la Cité, vous avez obtenu un diplôme, et on vous dit bonne fête. Et c'est d'essayer de créer un dialogue. Il y a plusieurs autres façons, mais je pense que c'est d'essayer de le garder humain, simple, sans rentrer dans trop de discours, dans trop de bureaucratie, mais vraiment de s'intéresser réellement aux donateurs et à qui on a en avant de nous. Je vous dirais, en terminant, dans une rencontre avec un donateur, je suis quelqu'un qui aime parler, mais je suis quelqu'un qui essaie le plus de se taire possible pour réellement aussi entendre ce que cette personne-là a à me dire et essayer de voir où son don pour être réellement utile à l'intérieur de notre organisation. Et qu'est-ce qui va être l'élément qui va faire en sorte qu'il va contribuer, parce que ça lui tient à cœur? Parce qu'on était capable de faire, en fait, le mariage parfait. Je pense que quand on voit des dons considérables qui existent dans la communauté, ou peu importe la valeur du don, parce que tantôt on parlait de dons généreux, là, mais pour un individu, un don de 100 $ peut être très généreux. Oui, on ne s'en rate pas d'un don de 100 $ d'un démarré, par exemple. Donc, je pense que ça dépend aussi où on est. Un étudiant récemment diplômé qui me fait un don de 100 $, je pense que c'est quand même un don généreux. Mais un diplômé de carrière qui gagne bien sa vie, qui ferait un don de 100 $, bon, la perception n'est pas la même. Mais pour répondre à votre question, je pense que c'est tout simplement de faire en sorte que ça soit naturel et qu'on fait ce mariage-là avec l'intérêt de la personne, parce qu'on a été capable de démontrer que sa vision correspond également à la nôtre, à celle de notre organisation.
Puis pour faire ça, les organismes ont besoin des ressources. Merci beaucoup. Hein. Je ne savais pas que tu étais ici parce que tu es nouvellement directeur général de la Fondation de la Cité, n'est-ce pas? Ça va faire un an. Bien, c'est nouveau, un an. C'est nouveau. Quand même nouveau. Quand tu as mon âge, un an, c'est nouveau. Non, mais ça fait un an, mais quand même à la Cité. Ah, tu étais avant ailleurs? À Saint-Paul, c'est ça. Ah, OK. On essaie de faire la même chose avec nos vieux membres au club aussi. Même affaire. On n'envoie pas de l'information par carte postale, mais on les envoie des courriels, puis on les invite à retourner à nos certains événements spéciaux pour donner leur témoignage. Alors, c'est la même idée. Mais ce sont des principes, en fait, fondamentaux. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Oui. Une dernière question. J'ai une question rapide parce qu'il y a beaucoup d'organismes dans la salle. Une autre perspective. On parle d'aller chercher les jeunes, on parle d'aller chercher les communautés ethniques. 2006, déjà, le recensement disait que 4 francophones en Ontario sur 10 sont de culture noire. Le forum parle de diversité et d'inclusion. Combien de personnes dans la salle ont en dessous de 35 ans? En quoi? En dessous de 35 ans. En dessous de 35 ans. En dessous de 35 ans. Dessous de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près 15. Et combien sont de minorités visibles? Oui, il y en a plusieurs. Et la raison pour laquelle j'amène ce point, c'est parce que je pense qu'il y a un débat, Ouais. il y a un débat important qu'il faut mettre sur la table et peut-être commencer à y penser. On parle d'aller chercher les jeunes. Les jeunes cherchent des causes auxquelles se rallier, justement. Mais on avait quand même 2 personnes d'origine de Oui, culture oui. noire au panel, au premier Oui, on panel. est 6 dans la salle, ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les jeunes cherchent des Mais les causes 2 auxquelles autres se sont rallier. partis. Mais est-ce qu'on va les consulter, ces jeunes-là? Est-ce qu'on approche ces jeunes-là, justement, pour leur poser la question? Et je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le plus gros transfert de fonds de génération en génération a commencé il y a quelques années, et c'est pour les 20 prochaines années. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la direction de se dire, bon, tu sais quoi, on va se concentrer justement sur les vieux de la vieille, les 65 ans et plus qui représentent juste 17% de la population francophone en Ontario, mais on va se concentrer vers eux, et les jeunes, on va les délaisser un peu, pas beaucoup les réseaux sociaux, mais il faut prendre en perspective aussi qu'il y a une recherche qui doit se faire de ce côté-là. Comme mon collègue juste en avant l'a mentionné, qu'en disant un petit $100 venant d'un jeune, ça représente beaucoup pour lui, et cette reconnaissance-là, il va continuer à la faire à long terme aussi. Et la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est parce que on parle, par exemple, des réseaux sociaux, mais on a vu une augmentation importante de ce qu'on appelle les dons participatifs, le crowdfunding, où les jeunes sont capables, on est capable d'aller chercher des 10 000, des 20 000, des 30 000 $ pour nos projets à nous. Et ça, c'est à travers le monde. Donc, il y a ces perspectives-là qu'il faut mettre en relation aussi, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent il faut aller le faire, mais moi, ma question reste présente, à savoir, qu'est-ce qui est fait pour aller le faire? Mais présentement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question, et je pense qu'on doit être reconnaissant à l'égard de ces 17 % qui ont 65 ans et plus, et qui ont permis qu'on ait tous la liste de choses qu'on a. Et moi, je suis une de celles qui, dans le passé, a milité, a travaillé, mes parents, mes grands-parents, et c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui. Maintenant qu'on se pose la question à savoir que faisons-nous, je pense que c'est très sain et qu'on s'assure les prochaines fois peut-être d'avoir une représentation peut-être un peu plus jeune, un peu plus colorée, mais qu'on se pose la question, je pense que c'est excellent. Et c'est grâce à l'association, à la Fondation canadienne de la philanthropie. D'autres choses? Bien, sur ce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le mot de la fin? Bien, disons que ce que je trouve qui est intéressant, c'est le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé dans la façon de comprendre la philanthropie, puis qu'il n'y a pas beaucoup de recettes miracles, mais c'est de bien faire le travail qu'on fait déjà. Je pense que c'est ça qu'on a bien compris. C'est ça, que les choses se font bien. Oui. Il faut maintenant peut-être avancer un peu. C'est tout à fait nouveau pour les Franco-Ontariens aussi, Oui. ou les francophones de l'Ontario, ou les Canadiens français qui habitent en Ontario, d'aller chercher de l'argent. C'est pas... Non, je ne devrais pas dire c'est nouveau parce que 1912, quand on a fait le règlement 17, c'était financé de notre poche. Mais je pense qu'il faut continuer à bien faire ce qu'on fait déjà bien et encourager nos fondations à aller vers les francophones de toute origine. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite des bonnes délibérations dans vos ateliers, pour arriver à permettre à l'association, à la Fondation, d'avoir un plan d'action pertinent. Merci beaucoup. Merci.